Parmi les sites touristiques présents en Chine, la Grande Muraille est probablement celle qui est la plus connue des Chinois et des étrangers. Jiaogang, situé dans le nord-ouest de la province du Ganzhou, marque l'extrémité ouest de la Grande Muraille. Sur ce site, on trouve un petit temple, un théâtre, où les soldats de la dynastie Qing venaient se divertir. On y trouve aussi la résidence du général, dont l'entrée est marquée de chaque côté par des cylindres de pierre. On entre dans une première cour où se trouvent les bâtiments de travail du général, le lieu où il reçoit ses militaires, sa bibliothèque, la pièce où les locaux viennent faire allégeance. Puis, on passe dans une deuxième cour où se trouvent les bâtiments d'habitation. On se promène sur le mur d'enceinte, dont on aperçoit deux autres tours et de petits pavillons. Tours et pavillons, dotés d'avant-toits incurvés vers le haut, se distinguent par leur beauté classique, pleine de majesté. En s'approchant, on peut distinguer les monts Qilian et le début du désert de Gobi. En raison de l'érosion, la Grande Muraille, construite ici en terre, souffre du fendillement de ses murs. Fin 2011, le gouvernement central et local a commencé des travaux d'entretien. Mais cette restauration trop poussée a fait perdre à cette Grande Muraille son authenticité. Les grottes de Mogao sont la principale attraction de Duhang. Les grottes sont artificielles. Elles ont été percées entre le 5e et 11e siècle. Les grottes les plus importantes sont sans doute celles qui abritent le Bouddha couché et le Bouddha du futur. Il faut obligatoirement être accompagné par un guide qui ouvrira les grottes car elles sont fermées à clé. Toute photo est interdite. Les documents présentés sont des cartes postales achetées sur place. Dunhuang était une base clé pour les caravanes. L'endroit est très touristique. Promenade à dos de chameau, en 4x4, en quad, en ULM, descente des dunes en luge.
Il a fallu escalader les dunes par une sorte d'échelle. La dune de Mishga, haute environ de 250 mètres, surplombe le petit lac de Croissant de Lune, entouré de son oasis. Gaoshang se trouve à environ 45 km à l'est de Turpan. Une plante pousse abondamment sur le site. Ce sont des plantes de pastèque sauvages qui donnent de minuscules fruits utilisés en pharmacie. À l'époque où la dynastie des Han commença à faire commerce avec les royaumes d'Occident, au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, Gaoshang était une étape majeure sur ces routes commerciales, les voyageurs pouvant s'y approvisionner en eau et en nourriture. La dynastie des Han y installa une garnison en 50 avant Jésus-Christ et Gaoshang devint alors la capitale de la région de Turpan. Les Ouïghours s'établirent dans la région de Turpan au milieu du IXe siècle. Ils se soumirent aux Mongols Gengis Khan, dont l'empire était en pleine expansion au début du XIIIe siècle. Puis, Mongols et Ouïghours commencèrent à se convertir à l'islam. À la chute de la dynastie mongole des Huan en 1279-1368, les échanges commerciaux dans la région furent sévèrement perturbés. C'est l'une des raisons de la guerre qui éclata entre les Ouïghours et les Mongols et qui endommagea la ville. Et sans doute aussi l'accentuation du froid lié au petit âge glaciaire qui conduisirent à l'abandon de Gaoshang. Par la suite, les habitants de la région de Gaoshang utilisèrent la terre dont elle était faite pour fertiliser leurs champs et les niveler. La vallée des raisins est une gorge située à l'est de Turpan. Notre chauffeur, étant de Turpan, nous conduit dans un village peu touristique pour voir ses vignes. Ces vignes ont la particularité d'être cultivées sous forme de treilles. Au sol se trouvent de très vieux cèpes de plus de 100 ans. De ces cèpes partent de nombreuses branches que les exploitants font accrocher à des tuteurs. L'ensemble constitue une treille sous laquelle on chemine. Cela a un avantage, c'est que les grappes de raisin pendent. Il faut cependant un chariot pour tailler ces vignes et pour récolter le raisin. Dans le village, on peut voir de nombreux séchoirs et des maisons bien reconstruites. Le chauffeur explique alors que les villageois ont reçu des indemnisations pour reconstruire le village, afin qu'il ait un attrait plus touristique. Un marché est toujours un lieu intéressant à visiter. Celui de Turpan va nous permettre de voir certains composants de la cuisine ouïghour. On passe devant une vendeuse de chaflik, les brochettes. Un peu plus loin, deux restaurateurs préparent l'opk. C'est un bouillon de tête de chèvre, de tripes farcies au riz et de poumons. D'habitude, nous aimons goûter des spécialités sur le marché, mais franchement, ici, on n'a pas eu le courage d'essayer. Puis, de nombreux stands de fruits et légumes. On arrive devant le boulanger qui prépare ses petits pains. Ce sont les nans, saupoudrés de grains de pavot ou de sésame. Ils sont très appétissants à la sortie du four, mais
Ils se révéleront très durs et très lourds lorsqu'ils seront refroidis. Cette balade au marché de Turpan nous a permis de constater que la cuisine ouïghour est très proche de celle d'Ouzbékistan. Et, pour confirmation, un stand avec le traditionnel plof. On arrive au stand des fruits secs, des jujubes, des noix et bien sûr les raisins secs de Turpan. La cité se trouve à environ une dizaine de kilomètres de Turpan. Ici, pas de murailles. La ville a été construite sur un îlot entre deux canyons de 20 à 30 mètres. Falaises abruptes et rivières constituent ainsi un moyen de défense. La ville a été construite par un peuple caucasien 100 ans environ avant Jésus-Christ. Elle sera pendant près de 500 ans, c'est-à-dire entre 108 avant Jésus-Christ et 450 après Jésus-Christ, la capitale du royaume des Juchés. Puis, elle sera transformée en ville garnison par ville pour assurer la protection de la route de la soie. La ville fut abandonnée vers le XIVe siècle, après sa destruction par l'armée de Gengis Khan. En guise d'au revoir, notre guide revêt sa traditionnelle tenue ouïghour. Turpan, les agriculteurs, les éleveurs, mais aussi les nombreux commerçants des caravanes de passage avaient besoin d'eau. Il fallait trouver un moyen pour acheminer l'eau jusqu'à la ville. Turpan se trouve dans une dépression au pied de montagnes enneigées, située au nord de la ville. Pour éviter que l'eau ne s'évapore trop, il fut construit tout un ensemble de canaux souterrains. Des puits, creusés à intervalles réguliers, avaient deux objectifs. Le premier, creuser et entretenir les galeries. Le deuxième, permettre de puiser de l'eau. Ce système permit à Turpan de devenir un véritable oasis, d'en faire une ville incontournable sur la route de la soie, où les caravanes faisaient étape. Nous quittons Turpan par la route. Le paysage est assez monotone. Des zones désertiques, entrecoupées par des zones où sont implantées des milliers d'éoliennes. Puis, les hautes montagnes enneigées commencent à apparaître. Ce sont les monts Tian Shan. À 2000 mètres d'altitude, dans le massif des Tian Shan, mont Céleste, le lac Tianchi est un petit lac de montagne. Le paradis, décrit dans les lacs du ciel, un récit de voyage de l'écrivain indien Vikram Seth, est aujourd'hui envahi de touristes en excursion à la journée, venus de Roorkee pour passer quelques heures en montagne. Sur les bords du lac sont implantés des yourtes kazakhs. C'est dans l'une d'elles que nous passerons la nuit.
Le soir, le site se vide de ses touristes. On peut profiter de la montagne et projeter pour le lendemain de belles balades. Nous serons déçus. Trop de restrictions. Accès au lac interdit par des barbelés. Chemin de terre remplacé par des lattes en bois. Pour nous, cette ville est une simple étape en attendant un vol pour Kashgar. Le bazar a été rénové ces dernières années. Le temple de la consommation, symbolisé par l'enseigne Carrefour, jouxte la mosquée. Avec en face un très haut minaret. Dans cette ville sans charme, nous nous attardons très peu, d'autant plus qu'il y fait très chaud et que la présence militaire importante est peu rassurante. Kashgar, la caverne de jade en Ouïghour, a de tout temps occupé une place stratégique. Situé à quelques kilomètres de Kashgar, le mausolée d'Abak Roja. Ce mausolée ouïghour est le lieu le plus sacré du Xinjiang. Abak Roja était un chef islamique du XVIIe siècle. Mosquée d'été, puis un grand jardin, avec au fond le mausolée, décoré de carreaux de faïence multicolores. À l'intérieur, on trouve la tombe d'Abak Roja et aussi celle de ses proches. Parmi elles, se trouve celle de sa petite fille, la princesse Ipar Khan, surnommée la concubine parfumée. Le marché aux bestiaux est situé depuis quelques années à l'extérieur de la ville de Kashgar. Tous les éleveurs de la région s'y rendent pour vendre et acheter des animaux, soit pour la nourriture, soit pour compléter leur cheptel. On y trouve donc des moutons, le principal élevage de la région, des vaches, des ânes, des chèvres et quelques yaks. Ce marché n'a lieu que le dimanche. Ici, et nous avons vu la même chose en Ouzbékistan, les moutons ont une particularité, celle de développer un énorme fessier. Cette graisse est très appréciée. Elle est utilisée par exemple dans la préparation des samoussas, petits chaussons. Ce qui est sûr, c'est que la valeur marchande de ces moutons est élevée. C'est pourquoi
Certains éleveurs tondent les animaux de façon à la mettre en valeur. Madem de koyduğum oldu aldık adamı bunu çıkartmak zor. Bizim bak bakalım bundan ne değmez. Madem de koyduğum da yaptım. Mayla zorla. Ha madem işkimi kuşka koysa kaysa ekelse kuşap koyar sul tokta tutsa da ben Mazadiye'de oyundakını sorduk mu? meysi kütüre tülür. Sağlamla. Yani varsa da koy çalın. Ya doğrusa. Adam bak gibi. Başını balonunda. Erkeklerimize yeni çangıl doluda. Kaza samamdık, yelek salamdık. Après une heure de route à travers l'oasis de Kashgar, on arrive à Upal. Dans ce village, le lundi se tient un marché intéressant. Depuis Kashgar, nous avons pris la Karakorum Highway ou KKH pour aller jusqu'au lac Karakoum. Un parcours de plusieurs heures à travers le massif du Pamir et au milieu de paysages tout simplement magnifiques. En fait de highway, autoroute en français, il s'agit plutôt d'une grosse départementale de chez nous, parfois en mauvais état, voire carrément interrompue sur quelques centaines de mètres par endroit. La route est empruntée par de nombreux camions qui ravitaillent Tagorkhan, dernière ville chinoise avant la frontière pakistanaise. D'autres continuent. D'autres enfin servent les nombreux chantiers. Le gouvernement central a en effet lancé une vaste politique de construction, le tout pour désenclaver la région. Sur la route, nous avons pu admirer un lac artificiel, d'un bleu clair surnaturel, et entouré de ce qui ressemble à des montagnes de sable. On arrive enfin au lac Karakoul, dominé par le Gungur et les Musagata. Ici sont établies quelques yourtes kirghizes. Nous passerons la nuit dans l'une d'entre elles.
descendant la vallée du Guez, nous prenons une route sur la gauche, vers la vallée de Oitoca. Cette route est bordée d'impressionnantes falaises de grès rouge. Au pied de ces falaises coule une rivière chargée de limons gris. Puis, le chauffeur ralentit. Il semble chercher quelque chose. Il s'arrête et nous descendons pour aller voir une gorge étroite occupée par le lit d'une rivière temporairement à sec. Où on peut encore voir de vieilles maisons en pisé et briques. Ce sont des maisons à 2 étages avec des cours intérieures. L'espace constructible étant limité, un moyen a été trouvé pour en gagner, en reliant 2 maisons entre elles, ceci au-dessus d'une rue. Une pièce nouvelle est ainsi créée, partagée ou pas par les 2 propriétaires. Ainsi, dans Kashgar, la méthode chinoise est bien appliquée. On détruit le vrai ancien pour construire du faux ancien, du vrai neuf en réalité. Parfois, au détour d'une rue, on peut apercevoir les restes de fresques ouïghours caractéristiques. Le désert de Taklamakan est de forme ovoïde. Il occupe une vaste cuvette bordée par les massifs du Pamir. Les vents du nord et du nord-ouest sont prédominants en été. Presque intégralement composé de sable en mouvement, le désert n'abrite pratiquement aucune végétation. Au bout d'une importante route commerciale qui partait vers l'Inde britannique, Yarkand fut pendant des siècles une étape caravanière majeure et un centre régional pour le commerce du Cachemire. On se rend sur une place où se trouve une mosquée. À côté, le mausolée d'Amash Ismail. Ce mausolée rend hommage à une reine et musicienne ouïghour du XVIe siècle, renommée pour ses recherches en matière de musique. Des phrases de poèmes ouïghours sont inscrites à la base du dôme. Derrière son tombeau se trouve celui de son mari, le sultan Saïd Khan, fondateur de la dynastie des souverains de Yarkand, 1514-1682. Kargelik a une importance particulière aux yeux des voyageurs.
car elle est le point de départ de la légendaire route nationale 219, route Xinjiang-Tibet. Nous reprenons la route, direction Rotan. Cette route passe en bordure du désert de Taklamakan. Rencontre avec des chameaux en liberté. On s'arrête pour observer au loin les montagnes qui dominent le Tibet. Elles font partie de la chaîne du Kulumsan, chaîne où se trouve le K2. Sur une idée du chauffeur, nous allons visiter une fabrique de tapis. On entre dans l'atelier et on circule en toute liberté parmi les différents postes. Un seul homme et des femmes, parfois accompagnés de leurs enfants, s'affairent devant les métiers. On observe les différentes étapes de la confection d'un tapis. Les tisserands sont installés devant une trame. Certains nouent des fils, d'autres tassent l'ouvrage, d'autres, munis de gros ciseaux, égalisent le travail. Parfois, l'une d'entre elles écarte la trame pour observer le motif. Il faut environ 20 jours de travail, à 10 tisserands pour réaliser 1 mètre carré de tapis en laine.